O2. Je suis très heureuse de cette présentation qui nuance effectivement un petit peu. C'est vrai que je continue malgré tout d'écrire dans ma langue maternelle, mais uniquement les romans, la moitié de mes romans à peu près. Et par contre, les essais, c'est uniquement le cerveau gauche, uniquement la langue française. J'ai remarqué en regardant les citations que vous avez sorties, M. Gaillot, que le premier livre de réflexion là-dessus sur l'exil et le bilinguisme datait de 30 ans, donc de 1986, le deuxième Nord perdu de 1999. Donc normalement, j'aurais dû en faire un troisième en 2012. Et c'est l'année à peu près où j'ai décidé finalement de venir dans un pays trilingue. Et du coup, j'habite une partie du temps maintenant en Suisse. Je suis une de ces conférencières qui lisent leurs textes, mais je vais vous regarder souvent. Et je vais parler pendant à peu près 1 heure, donc installez-vous bien. Et comment elle fait pour lire à 62 ans sans lunettes? J'ai été opérée. Il y a d'autres questions? Non. Écoutons pour commencer les mots de 2 poètes américains. D'abord, C.K. Williams. J'aimerais croire qu'on trouvera un remède pour le cœur humain, qu'on le guérira de ses angoisses, de la méfiance et la barbarie qu'elles engendrent. Et deuxième de Robert Bly, dont je vais parler plus tard. Si les hommes et les femmes n'ont à l'intérieur que des soldats ou des enfants écrasés de honte, ils seront constamment réduits à livrer des batailles irréparables. Au sujet de la violence humaine, il se tient sur la place publique toutes sortes de discours éloquents et convaincants. Ils abordent le thème sous des angles divers, tous éclairants. Marx a raison de dire que les causes en sont économiques, Darwin qu'elles ont trait à la survie, Freud qu'elles s'enracinent dans l'enfance de l'individu et de l'espèce, Lévi-Strauss que les groupes se structurent autour de cette fonction sacrée, Naomi Klein d'en explorer les causes éconologiques et Alice Miller d'évoquer la mémoire ineffaçable du corps. On pourrait également lister des facteurs religieux, climatiques, démographiques. Tout cela est à prendre car le réel est multiple, inépuisable. Le langage fait de son mieux, mais ne pourra jamais le décrire entièrement. Est tenu de privilégier une approche puis une autre et en choisissant celle-ci, d'exclure celle-là. Avec cette riche panoplie d'outils théoriques à notre disposition, ces différents discours élaborés au long de 2 siècles des Lumières européennes, on pourrait se demander ce qu'une littéraire, ou un littéraire, mais en l'occurrence une, pourrait bien avoir à y ajouter. Je vais aborder le thème premièrement en tant que romancière, car je pense, comme Romain Gary, que seul le roman peut nous montrer à quel point dans une vie humaine ces différents facteurs sont imbriqués. Et deuxièmement, en tant que femme, parce que femme, pour des raisons qui deviendront claires par la suite, je crois être plus à même que les hommes de parler de la faiblesse des hommes. Or, dans la violence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il s'agit autant, sinon plus, de leur faiblesse que de leur force. À vrai dire, le roman a partie liée lui aussi avec la faiblesse.
Alors que les discours politiques, religieux, etc. tentent de fédérer les individus, de consolider leurs liens dans un but identitaire, rien de tout cela ne vaut pour le roman, qui explore mais ne promeut pas le nous. Dès le premier roman de l'histoire, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, 1605, Miguel de Cervantes s'applique génialement à mimer et à moquer les valeurs héroïques de la chevalerie. Quelle que soit la force littéraire d'un romancier, Tolstoï, Morrison, Singer, Dostoïevski, McCann, Oates, Dickens, Hugo, le sujet de ces livres est toujours la faiblesse. J'ajoute que romans et femmes se rejoignent d'une autre manière. Les lecteurs de romans sont très majoritairement des femmes. Si, depuis que je publie, j'avais soutiré 1 euro à chaque homme qui m'a demandé une dédicace en précisant c'est pour mon épouse, ma sœur, ma fille, ma cousine, ma copine, ma grand-mère, je croulerais sur l'or. Ce n'est pas anecdotique. Au contraire, c'est gravissime que les hommes n'aillent pas voir du côté de la faiblesse humaine qu'explore le roman, qu'ils préfèrent le réel pur et dur, tel qu'ils croient le trouver reconnaissable et rassurant dans les essais, les biographies, les livres d'histoire ou de science, vu que quand on est un homme, un vrai trader à la bourse ou mafioso, grand patron ou petit rappeur, général de l'armée ou footballeur, directeur de banque ou motard, on n'a pas de temps à perdre avec la littérature, chose à peu près aussi virilement sérieuse que la broderie ou la confiture au quetch. L'artiste faisant feu de tout bois, je me chaufferai ici à la poésie et au roman, mais aussi aux pensées d'hier et d'aujourd'hui. À l'époque contemporaine où une crise chasse l'autre, il me semble urgent d'être non actuel, d'écouter ce qui a pu s'élaborer comme sagesse, non seulement il y a 3 minutes, suite au dernier attentat ou au résultat catastrophique des élections, mais hier ou avant-hier, ou il y a 2000 ans. Je citerai des contemporains, des amis, philosophes ou poètes, dont la pensée me nourrit depuis longtemps, mais aussi des auteurs d'avant et d'ailleurs. J'affirmerai ceci d'abord, que plus on est un homme sérieux, plus on est un homme dangereux, c'est-à-dire coupé de ses faiblesses, c'est-à-dire susceptible d'être dirigé par elle et dominé par elle. Voici quelques années, on m'a fait rencontrer à Gaza un sympathique petit groupe d'écrivains, de journalistes et d'universitaires palestiniens, tous de sexe masculin. Au cours de notre déjeuner, j'ai fait l'éloge de l'identité faible, c'est un de mes dadas. Ça me tient à cœur. Donc je prétends que, tout en admettant le caractère indispensable de la fierté identitaire, il vaut mieux que celle-ci soit constamment modulée, contenue, nuancée, relativisée, et que cela peut être facilité par la lecture de romans de toutes origines qui nous montrent tant les défauts de notre culture que les qualités des autres. À mesure que je parlais, je voyais que mes interlocuteurs prenaient une mine de plus en plus consternée. Et voici ce que, d'un air compatissant, ils ont fini par me répondre. Mais madame, si vous vous sentez une identité faible, n'est-ce pas parce que vous êtes une femme? Alors, voici ce que je me propose de faire. J'espère à petites touches délicates et non de gros sabots, mais comme vous le savez, je suis au départ une cowgirl, alors les gros sabots me viennent plus spontanément que les pinceaux impressionnistes. Premièrement, suggérer que la violence humaine est de tout temps plus masculine que féminine. Ce n'est pas seulement l'effet de l'éducation, mais aussi pour des raisons liées à l'évolution de notre espèce, et que les femmes ont largement
contribué à cet état de choses qu'aujourd'hui elle dénonce. Deuxièmement, évoquer l'expérience du corps-esprit des garçons dans le monde contemporain. Ce sont eux, vous l'aurez compris, les damoisons en détresse de mon titre, et les raisons pour lesquelles la violence peut leur sembler désirable. Et troisièmement, formuler quelques suggestions pour atténuer cette détresse et éventuellement cette violence, mais autant vous prévenir d'emblée, je suis plutôt pessimiste. Alors, première partie, propension à la violence des mâles humains. Autant, encore une fois, je n'écarte pas les approches économiques et politiques, autant elles écartent à peu près toujours cette évidence flagrante que la guerre est partout décidée et conduite par les hommes et qui en sont aussi très majoritairement les victimes. Citons Peggy Sastre. Au début du XXIe siècle, les hommes constituaient encore 97% des forces armées dans le monde et 99% des forces combattantes. Avec une toute petite exception en Israël, même si la grande majorité de ces femmes soldates se retrouvent à servir dans les hôpitaux et les bureaux de Tzahal. Au cours du XXe siècle, ce sont à peu près, tenez-vous bien, vous toussez beaucoup, mais vous allez guérir, vous allez voir. Au cours du XXe siècle, ce sont à peu près 87 millions de personnes qui auront trouvé la mort au cours d'un conflit armé, dont 54 millions de civils et 2 bons tiers d'hommes. Il y a là un problème. Si on espère y comprendre quelque chose, il faut d'abord le reconnaître. Le mal humain est un problème global, un problème mondial. L'exigence signifiée à chaque homme de la planète Terre de prouver qu'il est un homme est en passe de mettre en danger la vie sur cette planète. Jamais on ne dit « viens un peu là si t'es une femme ». N'en déplaise à Simone de Beauvoir, la féminité n'est pas approuvée, la virilité si. Comment le prendre pour le comprendre, ce problème ? Au moment de sa mort en 2006, mon amie Annie Leclerc, philosophe et écrivaine, préparait un livre sur la violence. Quel dommage qu'elle n'ait eu le temps de l'achever. En voici la première page, admirablement claire et juste. Donc, c'est une assez longue citation, vous allez l'entendre, vous reconnaîtrez la fin. Une petite page, je crois. Ils viennent d'arriver, tout nus, tout faibles, désarmés, menacés, affamés, tremblants, terrorisés. À la main, elle ajoute, et avides. On ne sait pas comment se fait le miracle du supplément à la défaillance naturelle. L'outil, l'arme, la pioche, la machette. La coalition des tout petits misérables capables d'abattre la très grosse bête dangereuse et de se fournir de la nourriture délectable pour tout le groupe et les petits. La survie, l'éclat de fierté, la conscience éveillée, souvenir et anticipation, la préparation à la chasse. À la chasse, le premier partage des sexes, la continuation de la vie aux femmes, l'assurance de la survie aux hommes. Hommes chasseurs, fabricants d'armes, l'extrême exigence vis-à-vis des hommes, la surhumanité d'une mise en demeure consciente de risquer la mort, la conscience exacerbée du danger, la peur, le surarmement comme défense préventive contre le danger, assurance contre la peur, la défense attaque pour mieux se protéger, l'attaqué s'arme pour mieux se défendre, devance l'attaque nouvelle
en attaquant. La peur montre les dents, sort les lames tranchantes, aiguise les flèches. La peur agresse, la terreur terrorise. À la main, le secours imploré du divin. La seule façon d'y aller, c'est de croire qu'on a les dieux, la valeur suprême, le soleil, la gloire avec soi, qu'on a ce que les autres, les femmes, n'ont pas. Fin de citation. La peur est le début de tout. Elle est la musique de fond, le basso continuo de notre espèce. Pour la pallier, on invente religion, mythe et histoire. Je cite Feu, mon ami et éditeur Hubert Nissen. Découverte sans doute avant le feu, la fiction a dû naître dans la résie de nos neurones avec le geste et la parole. Et longtemps orale avant d'être écrite et bien plus tard imprimée, elle a servi dès les commencements à travestir l'ignorance de nos origines, à brider les peurs de l'inexplicable et à justifier les pouvoirs que les plus roublards et les plus rusés en tiraient. Et il nous en est resté quelque chose. Tous les animaux ont des antennes qui les préviennent de l'arrivée des prédateurs et des dangers, mais les antennes des humains sont dressées en permanence, car les humains savent d'avance, avec certitude et à chaque instant de leur vie, que la mort surviendra. Plus un homme a d'antennes, plus il aura de chances de propager ses gènes. Dans un essai récent au titre provocateur « La domination masculine n'existe pas », la philosophe des sciences Peggy Sastre écrit, c'est elle dont j'ai cité les chiffres sur la guerre tout à l'heure, à ne pas oublier, nous sommes les descendants de singes qui avaient peur des brins d'herbe agités par le vent, car il n'aura fallu qu'une seule hyène surgissant des broussailles pour que leur flegmatique acolyte soit rayé de la carte. Aujourd'hui, le vert est la couleur dont l'œil humain détecte le plus de nuances. C'est un reste de cette capacité de voir un mouvement dans de l'herbe. Si l'herbe change de couleur, ça peut être la mort. Donc on a gardé ça. Ce que passent sous silence les discours traitant de la violence humaine et non masculine, c'est à quel point un homme seul se sent faible, petit, inquiet et démuni. C'est à quel point les hommes ont besoin de se lier entre eux, à l'horizontale, camarades, tous en ligne, tous vêtus d'un même uniforme, qu'il s'agisse des centaines d'évêques du synode catholique avec leurs mitres et leurs surplis, des Marines qui se jettent par terre pour exécuter 300 pompes, des scouts ou des Hitlerjugend qui défilent, chantent et grimpent à l'unisson, les Indiens Borouburu dansant en jupe, des marxistes cubains suivant le Che, des déchaînés de Daesh, entre eux, mieux que devant nous les femmes, mieux que sous notre regard ou dans notre lit, les hommes se sentent forts. C'est pour moi une des leçons de Soy Kuba de Mikhail Kalatozov, film de 1964, où tout en admettant sa splendeur formelle, on peut trouver saisissante la ressemblance entre les propagandes communistes d'antan et salafistes d'aujourd'hui. L'enfer, au début du film, ce sont les nuits folles de la Havane coloniale, danse, musique et masques, femmes, débauche, alcool, prostitution. Le paradis, à la fin, c'est un univers à 100% masculin, de jeunes barbus, ardents et exaltés, unis aux yeux de feu, prêts à mourir pour la juste lutte qu'ils livrent ensemble contre l'ennemi. Reprenons, répétons, conscient de sa mortalité, l'être humain a peur, et pour cause. Le monde autour de lui est hérissé de dangers, intempéries, catastrophes naturelles, ennemis humains et animaux,
Les ennemis sont-ils d'abord animaux avant d'être humains? Annie Leclerc semblait le suggérer tout à l'heure, et c'est aussi la thèse séduisante de Bruce Chatwin dans Le Chant des pistes. Je cite Chatwin. Supposons que nous mettions de côté tous les propos hâtifs sur l'agression pour concentrer notre attention sur le problème de la défense. Imaginons que dans les plaines africaines, l'adversaire n'ait pas été les autres hommes. Imaginons que les décharges d'adrénaline qui stimulent l'ardeur combative tirent leur origine de la nécessité de se protéger des grands félins, que les armes n'aient pas été conçues dans un premier temps pour chasser le gibier, mais pour nous défendre, que nous soyons moins une espèce prédatrice qu'une espèce à la merci des prédateurs, et qu'il y eut un moment critique où la bête fut sur le point de l'emporter. Pour séduisante qu'elle soit, cette thèse néglige un facteur d'importance dans la pérennisation de la violence chez le mâle humain, le facteur darwinien, à savoir sa valorisation par la femelle et du coup son renforcement génétique au long des millénaires. En effet, l'évolution ne dépend pas seulement de la sélection naturelle, les faibles sont éliminés, les plus forts transmettent leurs gènes, mais aussi de la sélection sexuelle. Les femelles choisissent les mâles avec lesquels elles veulent se reproduire. Au cours de la longue histoire humaine, la préférence exprimée par les femelles pour les mâles agressifs a doublement favorisé la survie. D'une part, un père fort était plus à même de nourrir et de protéger sa famille. D'autre part, ces gènes agressifs étaient transmis à ses fils. Ainsi, pendant les millions d'années où les hommes étaient chasseurs-collecteurs, tout allait pour le bien, pour le mieux, dans le plus difficile des mondes. La nature est indifférente au politiquement correct. Elle ne favorise pas la paix, mais la survie. Cela ne veut pas dire que tout est décidé, mais que nos souriantes convictions égalitaristes ne suffisent pas pour annuler les 4 millions d'années d'évolution de notre espèce. Je vais vite, brosse, trace, dans notre partie du monde. À la faveur d'un enrichissement spectaculaire dû à l'industrialisation, elle-même due à la colonisation, à l'esclavage et à l'exploitation de la force physique de grandes masses d'hommes dans les usines, ont pu émerger des concepts singuliers. Droit de l'homme, droit de la femme, suffrage féminin, lutte féministe. Mais il est évident que ces développements en direction de l'égalité, s'étant produits sur 2 petits siècles à peine, n'ont pas encore produit d'effets notables sur le génome. Les humains mâles, tout comme les gorilles et les chimpanzés mâles, continuent d'être programmés pour rouler les mécaniques, se mesurer les uns aux autres, se livrer à la violence individuelle et collective. Les femmes, elles, continuent de préférer les hommes riches et puissants. Résultat des courses, le monde contemporain est débordé par les effets incontrôlables de la violence virile. Robert Bly le résume bien. Le corps des garçons hérite de capacités physiques développées durant des milliers d'années, cependant que leur esprit hérite de pouvoirs spirituels et psychiques acquis depuis des siècles. Après nous avoir longtemps aidés à survivre, l'agressivité et la violence masculine sont devenues contre-productives. Elles se retournent contre nous et sont désormais susceptibles de nous anéantir. Dans l'Occident moderne, la violence physique est déléguée à l'État et découragée chez les individus. Les signes acceptables de la puissance virile individuelle sont réussite sociale, argent et pouvoir dans le monde du travail.
mais un très grand nombre d'hommes, n'ayant pas accès à ces moyens-là pour prouver leur virilité, se cramponnent encore aux moyens traditionnels. Et quand surgit en notre milieu la violence extrême, quand une bande de sauvages ne trouve pas mieux à faire que de tuer et de mourir, là, tout près, devant nos yeux, berk, nous en sommes choqués. Pourquoi nous ? S'écrions-nous, nous écrions-nous. Quelle horreur! Comment ces barbares osent-ils s'attaquer aux plus beaux fleurons de notre merveilleuse civilisation, notre jeunesse bigarrée, libre et rieuse? Ils ne sont pas humains! La République contre la barbarie, grand titre du journal de dimanche au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Tout ça, ce n'était pas une citation du journal du dimanche, juste le titre. Sinon, c'est des choses que j'ai entendues 150 fois, bien sûr, à Paris, dans les jours suivant les attentats. Or, pendant que nous buvons des coups à nos terrasses et assistons à des concerts rock où de gentils garçons pas sexistes pour dessous se réjouissent de voir leurs copines en mini-jupe ou en jeans, à leur guise, nous oublions que jour après jour, mois après mois, année après année, notre machinerie militaire follement coûteuse et performante renverse des États et raie de la carte des villes entières, que nos gouvernements laissent s'installer sur notre territoire des centres de torture de la CIA et que pour entretenir notre si agréable et libéral mode de vie, nos technologies sophistiquées épuisent les terres fertiles et vident les mines des pays pauvres, que nos smartphones fonctionnent impeccablement parce qu'il y a des enfants soldats en Ouganda et ainsi de suite. Quand tombent nos bombes, quand brûlent leurs maisons, nous n'entendons pas pleurer les enfants irakiens. Nous ne sentons pas la terreur et le désespoir des mères afghanes. Dans le poème « Guerre » cité en exergue, C.K. Williams, qui vient juste de nous quitter il y a quelques mois, un très grand ami à nous, Williams évoque les dieux d'antan, tout-puissants et indifférents, et ajoute « Comme les pilotes de bombardiers de nos jours, pourrait-on se dire, avec leurs radars et leur infaillible infrarouge, planant inaudible et invisible au-dessus d'une cible générale, digitale, qui s'allume en un feu mystique, nuage de fumée s'élevant d'un noyau vaporisé. » La barbarie n'a rien d'inhumain. Ni les animaux, ni à notre connaissance les extraterrestres ne s'y livrent. Elle fait partie de l'histoire de notre espèce depuis que cette histoire s'écrit. Les exemples pullulent, on n'a que se pencher pour en ramasser à la pelle. Et au fond, l'inhumanité véritable ne se trouverait-elle pas plutôt de notre côté, dans cette dissociation spectaculaire entre économie globale et gestes quotidiens, entre notre conviction tranquille d'être les bons et notre adhésion distraite à une politique planétaire de maraudeurs? Deuxième partie, faiblesse de l'individu homme. On ne le relève pas souvent, mais les mâles ont le quasi-monopole non seulement du minuscule barreau tout en haut de l'échelle sociale, mais aussi de l'immense cloaque à son pied. Ils sont bien effectivement les plus nombreux parmi les puissants de ce monde, mais aussi, et de très loin, les plus nombreux parmi les impuissants. En effet, une vaste majorité des suicidés, des sans domicile fixe, des accidentés de la route, des détenus, des alcooliques et des toxicomanes sont de sexe masculin.
Dans un texte intitulé précisément « La faiblesse du sexe fort », le philosophe français François Flao écrit « Alors que la plus grande prégnance des liens intergénérationnels chez les femmes les aide à se raccrocher à la vie, les hommes de leur côté se trouvent davantage exposés au risque de décrocher, de tomber et de se désocialiser. Les hommes doivent donc s'appuyer davantage sur les liens sociaux qui les rattachent aux membres de leur génération. Ces liens sont essentiellement professionnels ou conjugaux. Or, ça c'est la fin de la citation, or, à l'époque contemporaine, en raison du chômage et du divorce, les deux sont devenus incertains. À partir des années 60 aux États-Unis, puis des années 70 en Europe, un vent nouveau et décoiffant a soufflé sur nos sociétés. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes se sont retrouvées entre elles, non seulement pour papoter comme elles l'avaient toujours fait, mais pour discuter dans une optique politique de leurs expériences personnelles, physiologiques et amoureuses. Elles ont verbalisé et étudié à la loupe leurs premières crampes, leurs règles, leurs seins endoloris, leur grossesse, leurs orgasmes, leurs peurs, élan, joie, trauma, accouchement, inceste, allaitement, beauté, vexation sur la place publique, etc., à l'infini. Une grande décennie durant, j'ai fait partie de ce vent. C'est porté, emporté, transporté par lui, c'est-à-dire par la solidarité, l'intelligence et l'amitié de mes sœurs féministes que j'ai pu commencer à écrire. La phrase pour se moquer de ce gigantesque déballage de l'intimité féminine était, il m'en souvient, « Je mets un tampax, donc je suis ». Ok, c'est drôle, mais avide de nous parler entre nous, et seulement entre nous, de libérer cette parole collective féminine si longtemps refoulée, on ne s'apercevait pas que les garçons, pendant ce temps, ne nous emboîtaient pas le pas. Pas du tout. Ils se taisaient. Oui, à y bien y réfléchir, c'était prévisible. Autant s'ausculter, s'écouter et se plaindre font partie de l'être femme traditionnel, autant ne pas se plaindre fait partie de l'être homme traditionnel. N'est-ce pas? Et c'est grave. Du coup, sauf exception, et j'y viendrai, les hommes ne se sont pas réunis pour parler testicules et pénis, émissions nocturnes, besoin de briller, peur de n'être pas à la hauteur, muscles insuffisants, fantasmes terrifiants, recours à la pornographie et à la prostitution, rapport au fric et à la force. Non, ils se sont réunis pour parler encore et toujours foot, bagnole, politique, la bourse et non les bourses. Même si, par le biais de ces sujets, ils s'envoyaient et captaient constamment des messages codés au sujet de leur virilité, bien sûr. On ne s'aperçoit donc pas à quel point, dans notre société, le corps d'un garçon, les besoins et pulsions de son corps lui posent problème. Et notamment un garçon basadé. Que doit-il faire de son corps et de ses désirs? L'État laïque moderne s'abstient, oublie, refuse ou néglige de remplacer l'une des fonctions pérennes des religions, aider les mâles à organiser, à gérer et à contrôler leurs pulsions sexuelles. Faire de la masturbation un péché et de l'adultère un crime était répressif, certes, mais avait au moins le mérite de reconnaître le penchant inné des hommes pour ces comportements. La société laïque demeure résolument muette à leur sujet et les études de genre, en décrétant obstinément que l'un est l'autre, abandonnent le terrain. Les jeunes hommes d'aujourd'hui, écrit Bly, concluent un peu vite que leur instinct sexuel est dérangeant, gênant, étrange et hostile à l'esprit.
Cela vaut la peine d'écouter ce poète américain Robert Bly, instigateur puis quasi-gourou des groupes d'hommes qui ont brièvement fleuri aux États-Unis dans les années 80-90. Dans un livre aussi révolutionnaire que peu connu en Europe, L'homme sauvage et l'enfant, l'avenir du genre masculin, livre pourtant traduit en français dès 1992, Bly écrit « La détresse des hommes s'est régulièrement accrue depuis les débuts de la révolution industrielle, leur désarroi atteignant aujourd'hui une ampleur qui ne peut plus être ignorée. La face obscure de la masculinité est évidente, l'exploitation effrénée des ressources de la terre, la dépréciation et l'humiliation des femmes, la fascination obsessionnelle pour les guerres tribales, tous ces maux sont imputables aux hommes. Ces obsessions découlent pour une part de notre héritage génétique, mais elles ont également une origine culturelle et environnementale. Elles tiennent à l'insuffisance des mythologies qui nous guident, lesquelles occultent les affects et sentiments masculins, assignent aux hommes une place céleste plutôt que terrestre, leur apprennent à obéir au pouvoir fort. Je vous recommande vivement à tous la lecture de ce livre. Aujourd'hui donc, on se trouve dans une situation hautement paradoxale qui, n'étaient les dégâts qu'elle entraîne, confinerait au comique. Par le biais de nos médias omniprésents, une des journaux, affiches publicitaires, films mainstream, séries télé, jeux vidéo, sites porno à l'infini, nous recevons chaque jour d'innombrables messages sauvages, primitifs, antiques, pour ne pas dire préhistoriques. L'homme est un guerrier déchaîné, meurtrier, musclé et violent, et la femme, une chose à décorer, à maquiller, à habiller, à déshabiller, à protéger, à sauver, à frapper et à baiser. En politique, en économie, sur les terrains de foot et les champs de bétail, on peut le dire, les hommes passent leur temps à se rentrer dedans, tandis que les femmes s'efforcent indéfiniment d'être belles et ou maternelles. Mais selon notre idéologie officielle, il n'y a pas de différence notable entre les sexes, vu que la justice est aveugle, vu que la République, telle Tartuffe, refuse de percevoir le désarroi de ses citoyens devant la liberté, l'égalité et la fraternité de ses citoyennes. Il n'est que très marginalement question de sexualité dans l'éducation familiale ou scolaire que nous prodiguons à nos enfants et adolescents. Certes, il est souhaitable que les garçons aient une connaissance solide de l'anatomie féminine, de la menstruation et de la contraception, mais qu'en est-il de leurs propres troubles troublants? L'effet de la montée des hormones n'est pas le même chez le garçon que chez la fille. Comment parler du corps masculin désirant, bandant, frémissant, vulnérable, bouleversé? Que faire du sperme qui s'accumule et des fantasmes qui tourmentent? Peut-on se donner du plaisir à soi-même hors culpabilité et hors vulgarité? Que faire de l'amour, de la jalousie, de l'impuissance et de la dépression post-coïtale? Que faire, en un mot, que faire des passions et des peurs que suscite la sexualité masculine naissante, souvent obsédante? Eh bien, répondent avec un bel ensemble parents et enseignants, rien. Ce qui, la curiosité étant intense et les hormones puissantes, laisse le champ libre à ce qui va vite et se vend bien, c'est-à-dire à la malbaise de la pornographie, l'équivalent rigoureux en érotisme de la malbouffe en alimentation, alors que les mêmes parents et enseignants s'érigent volontiers contre l'industrie agroalimentaire. Dans les sociétés traditionnelles, chaque garçon était valorisé et pris en charge par le groupe d'hommes. Chaque garçon savait, depuis l'enfance, son avenir d'homme garanti, savait que grâce à des rites de passage,
l'apprentissage de la chasse, de la guerre et d'un métier masculin, il aurait sa place dans la société. De nos jours, vu que sois fort et tais-toi est l'injonction portative que tout garçon reçoit dès son plus jeune âge, tel un sac à dos, et traîne avec lui la vie durant, une majorité de garçons voient mal comment faire, quoi faire, qui imiter, à quoi ressembler pour se sentir homme. Je le vois quand je vais dans les écoles en région parisienne, comme on dit, c'est-à-dire en banlieue, en clair, plus spécialement dans les banlieues sinistrées au nord et à l'est de la capitale. À l'école maternelle, c'est génial. Garçons et filles sont mélangés, pleins de vivacité, ils rigolent, ils se chamaillent, les questions fusent, les regards pétillent. À l'école primaire déjà, les garçons semblent plus inquiets que les filles. Oui, ils ont raison. Certains roulent les mécaniques au fond des bêtises, les autres s'écrasent. Au collège ou au lycée technique, c'est terminé. Garçons et filles s'assoient en groupes séparés et n'échangent ni regards ni paroles. Avachis, les garçons affichent une attitude d'indifférence et d'ennui, traduction patente de leur désespoir. Ce sont ces garçons-là, je le sais, que je vais retrouver, et pas les gamins du 6e arrondissement, plus tard dans les prisons. Les filles, même si elles peuvent chahuter aussi, allumer leur téléphone portable, vérifier le bon emplacement du piercing dans leur nombril, sont nettement plus présentes et éveillées. Car à la différence d'un adolescent, une adolescente a toujours un recours pour donner un sens à sa vie. Elle peut devenir mère. Que le garçon puisse devenir père est pour lui une perspective non pas rassurante, mais affolante. Il sait que là encore, et plus encore, on le sommera d'assumer ses responsabilités et de subvenir aux besoins non seulement de sa personne, mais de sa progéniture. Mais comment? Avec quoi? Ça, on ne lui dit pas. Par contre, on le culpabilise de rapporter de l'école des bulletins scolaires moins qu'étincelants. Si vous voyez l'immeuble où il habite, l'appartement où il est censé faire ses devoirs, la promiscuité, la pauvreté, pas de père dans les parages, le plus souvent, pas de modèle masculin qui lui ressemble, les vexations quotidiennes, les injures racistes, de quoi peut-il être fier? Comment peut-il se sentir exister? Faut-il le convaincre qu'en apprenant la théorie littéraire ou les mathématiques, il réussira à s'extirper de ce merdier? Écoutons Dounia Bouzar parler des jeunes islamistes français qu'elle a éloignés de l'islam radical grâce en partie à des ateliers de théâtre. Tant qu'ils n'auraient pas une place au sein de la société, ils ne respecteraient ni la loi ni personne. Pour se réhumaniser, ils devaient avoir le sentiment d'être liés à l'humanité. Les jeunes qui allaient vraiment mal se percevaient à l'extérieur, rejetés, exilés, ignorés. Et eux-mêmes n'éprouvaient aucune empathie pour autrui. La rage ou la haine était leur seul lien au monde. Ces jeunes qui avaient appris à serrer les dents dès leur enfance et à se passer d'amour devaient d'abord apprendre à s'attacher dans tous les sens du terme. Ils devaient devenir utiles, voire indispensables. Personnellement, je ne suis pas étonnée par le machisme de ces garçons, même ceux qui, selon l'expression consacrée, ne se radicalisent pas. Difficile de ne pas en vouloir aux filles qui systématiquement tirent mieux leur épingle du jeu. Difficile de ne pas avoir envie de les tabasser et de les violer, elles qui ont de meilleures notes à l'école, plus de chances de décrocher un emploi et de se tirer d'affaire, de monter dans l'ascenseur social, alors que nous, que va-t-on devenir? Je reviens à ce passage d'Annie Leclerc cité au début, qui résonnera peut-être autrement si nous pensons à la lutte salafiste ou guévariste.
La seule façon d'y aller, c'est de croire qu'on a les dieux, la valeur suprême, le soleil, la gloire, avec soi, qu'on a ce que les autres, les femmes, n'ont pas. Et je prolonge cette citation encore ici, d'une phrase. Elles ont ce qu'ils n'ont pas, les enfants. Elles qui se prolongent dans les petits, qui ne meurent jamais comme ils meurent, rameaux secs de l'arbre de la vie. Vraiment, et de plus en plus, la vie de ces garçons, c'est no future. C'est ce qu'ils disent en s'attachant autour de la taille une ceinture d'explosifs. Différemment décliné, le phénomène se retrouve sous tous les cieux et depuis des siècles. Un personnage d'Elena Ferrante, j'espère que vous connaissez Elena Ferrante. Si vous ne la connaissez pas, vous notez tout de suite son nom. Dit au sujet d'un soulèvement d'Italiens dans le sud, à Turin, dans les années 60, donc c'est des gens du sud qui montent à Turin pour manifester, on les traite de Napoli, ou de Marocains, ou de fascistes, de provocateurs, d'anarcho-syndicalistes. Mais la vérité, c'est que ce sont des garçons dont aucune institution ne se soucie, tellement négligés que quand ils se mettent en colère, ils détruisent tout. Tellement négligés que quand ils se mettent en colère, ils détruisent tout. Voilà la force de la littérature. War is a force that gives us meaning. La guerre est une force qui nous octroie du sens. Grand livre du reporter de guerre américain Chris Hedges, que je traduis actuellement en français. La guerre n'est pas seulement une horreur, elle est aussi passionnante, enivrante, excitante, une drogue, un plaisir fou. Dans un contexte de danger extrême, tout devient aigu, important, signifiant. On a le cœur qui bat fort, on bande. Comme dit le dramaturge Mohamed Kassimi, si l'on ne tient pas compte du fait que pour les hommes, la guerre est une affaire ludique et lubrique, on a zéro chance d'y comprendre quoi que ce soit. Cette affaire qui procure des émotions incomparables donne du sens, fait couler l'adrénaline et engendre 1000 histoires. Comment ferait un jeune homme pour ne pas la préférer à la solitude et à la déshérence d'une vie qui ne ressemble à rien? La journaliste et écrivaine Florence Obna m'a raconté récemment que d'après un sondage, le rêve pour la France d'une majorité de jeunes de banlieue est le rétablissement du service militaire. Troisième partie, ça va? Vous n'avez pas le droit de boire encore. Que faire pour sortir de ce cauchemar? Demandons-nous maintenant, nous les femmes, alors qu'à des millions de reprises par jour de par le monde, le « nous » censé général s'applique en réalité aux seuls hommes, demandons-nous ce que nous savons déjà, toutes, en réalité, de la faiblesse, la fragilité masculine. En tant que mère, on ne saura sans doute jamais ce qu'entendait au juste Ségolène Royal en disant que si elle était élue présidente de la République, elle mettrait à profit son expérience de mère pour gouverner la France. Pour moi, cela voudrait dire ceci, ne pas oublier cette chose que savent toutes les mères de petits garçons. Les démonstrations de force, on crie, on tape du pied, on casse ses jouets, surgissent d'un sentiment de faiblesse. S'il était possible de transhumer dans les affaires publiques cette sagesse-là, ce serait une vraie révolution. Nous les mettons au monde, les garçons, et avons sur eux, au moment de leur conception, un pouvoir de vie et de mort. Après les avoir fabriqués, hébergés en notre fort intérieur, nous les nourrissons, les protégeons, les nettoyons, éventuellement les tapons, les frappons, les grondons, leur hurlons dessus. C'est crucial, cette puissance féminine au début de la vie d'un homme.
Mais ce n'est pas notre sujet ici. Posons-la, juste, ne l'oublions pas. Que savons-nous d'autre de l'expérience masculine? Contrairement au bébé femelle, le bébé mâle a le sexe tout entier à l'extérieur du corps. Ce sexe est sensible, tout petit déjà. Le garçon a des érections, éprouve du plaisir à se toucher le pénis. Mais il est aussi vulnérable. Nous savons que dès l'école primaire, nos fils seront dans la comparaison, la rivalité, la peur de ne pas être à la hauteur. Pour des raisons évolutionnaires évidentes, protection de la semence précieuse, leurs bourses sont ultra sensibles aussi. Prendre un violent coup de pied au couille leur cause une douleur intense, à quoi rien ne peut se comparer chez la fille. Un vrai éblouissement de douleur, proche de la syncope. Ainsi, quand ils participent au sport de contact, ils doivent se protéger l'entrejambe. À la puberté, alors que leur sexualité devient de plus en plus présente et insistante, nos fils ont besoin de s'arracher à notre emprise. C'est vital que nous le sachions et l'acceptions. Le voulions, nous aussi. Changeons donc d'optique, du point de vue de la mère, glissons vers celui de la petite amie. En tant que copine, notre puberté est différente. Certes, nous cherchons à plaire, nous flirtons, sommes coquettes, aux coquines, troublées, attirées, intéressées, et nous caressons aussi, mais sauf exception, nous n'éprouvons pas le besoin fréquent et irrésistible de nous masturber, car nous n'avons pas de conduits qui se remplissent et ont besoin d'être vidés. À 13 ou 14 ans, aux prises avec nos règles et nos formes changeantes, perturbantes, nous avons du mal à imaginer le désarroi que peut déclencher dans un corps-esprit de garçon la tempête des hormones. Quand nous le devinons, quand en nous caressant, le garçon devient autre, presque méconnaissable, ça peut nous étonner, voire nous énerver. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui te prend? Vous vous souvenez? Les sensations sexuelles, érotiques, amoureuses sont si entremêlées et surtout si intimes qu'on a tendance à oublier leur côté déterminé, programmé, animal. Des millénaires de christianisme ou autres ont entériné cet oubli. Croyants ou laïcs, puritains ou libertins, nous continuons de percevoir ces phénomènes ou bien en termes de péché, de loi, de transgression, ou bien en termes de choix et de désir personnel, rarement en termes d'instinct et de besoin. Car le libre arbitre est pour nous un postulat sacré. Nonobstant, sur le plan de la survie des gènes, les primates mâles ont intérêt à répandre leurs semences chez le plus de femelles possible et les femelles à choisir avec discernement leur partenaire. Là encore, Peggy Sastre l'exprime joliment. En réalité, hommes et femmes ont été sélectionnés pour voir une bonne partie du monde avec des lunettes sexuelles, mais celles-ci n'ont pas le même niveau de correction. Là où un homme verra une opportunité de tremper son biscuit, une femme flairera le danger. Et l'évolution leur a donné à tous les deux raison. J'adore. Elle est très drôle. Or, dans l'ensemble, sur ce plan, notre société favorise les filles et frustre les garçons, car elle encourage les jeunes gens à faire attention, à retenir, à sublimer, à détourner leur instinct sexuel, à le divertir vers d'autres buts, et nous y arrivons, nous les filles, plus facilement qu'eux. Sublimer, pour un garçon qui a de la chance, c'est faire des études, apprendre à bien parler, à baratiner, à tenir de grands discours. Écoutons Linou, héroïne d'un roman de La Ferrante, donc, intitulé « Histoire d'un nouveau nom ». Écoutons Linou décrire le comportement du jeune homme dont elle est éprise à l'âge de 17 ans. « Je me suis mise à résumer le peu que j'avais appris, mais j'ai vite compris que savoir
étaler compulsivement ce qu'il savait était son point fort et en même temps sa faiblesse. Il se sentait fort s'il prenait l'initiative et faible si les mots lui manquaient. Il s'assombrissait. D'ailleurs, il m'arrêtait presque tout de suite et détournait la conversation. Je sentais qu'il me fallait faire très attention de dire ce qu'il voulait que je dise, lui dissimulant à la fois mon ignorance et les rares choses que je connaissais et que lui ne connaissait pas. C'est ce que j'ai fait et j'étais fière de le voir me confier ses convictions. Nous nous y reconnaissons toutes, je crois. Certes, bien des choses ont changé depuis les années 60, l'époque dépeinte dans ce roman de Ferrante. Le MLF est passé par là, les adolescentes contemporaines sont beaucoup plus libres de dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles savent. N'empêche, une fille très intelligente, très forte et très sûre d'elle-même ne rassure toujours pas un garçon. Or, ce n'est pas dans notre intérêt de ne pas les rassurer. Ce qui m'amène à mon troisième et dernier point. En tant que compagne, épouse et amante, nous avons envie, très envie, que notre homme soit viril. Cela est vrai sur le plan purement sexuel. En clair, nous avons envie qu'il ait des érections magnifiques, fréquentes, pleines, battantes, joyeuses, durables, qu'il nous les apporte avec fougue, vigueur, douceur, invention, art et amour. Or, nous savons aussi que de toutes les fragilités de l'homme, la plus grande est justement l'érection. Nous savons que notre homme aura plus de chances de bander bellement s'il se sent homme, c'est-à-dire fort, rassuré et heureux. Si nous sommes de mauvaise humeur pendant le repas du soir, si nous le rabrouons, le cassons, l'humilions, l'envoyons sur les roses, comment fera-t-il plus tard dans la soirée pour rendre hommage à nos charmes? Mais cela est vrai aussi sur le plan du déploiement plus général de la virilité. Être un homme, c'est beaucoup jouer l'homme. Très souvent, nous autres femmes décelons parfaitement les ficelles de ces postures et parades, mais nous avons intérêt à cacher notre lucidité. Pierre Bourdieu a fait une analyse magistrale de l'interaction entre monsieur et madame Mr. and Mrs. Ramsay dans le roman de Virginia Woolf, Le voyage au phare. Les femmes, écrit Bourdieu, ont le privilège de ne pas être dupes des jeux où se disputent les privilèges et, la plupart du temps, de n'y être pas prises, au moins directement, en première personne. Elles peuvent même en voir la vanité et, aussi longtemps qu'elles n'y sont pas engagées par procuration, considérer avec une indulgence amusée les efforts désespérés de l'homme-enfant pour faire l'homme et les désespoirs enfantins où le jettent ses échecs. Au fond d'eux-mêmes, aujourd'hui encore, les hommes se sentent bien souvent les rameaux secs de l'arbre de vie, pour reprendre la formule d'Annie Leclerc. Je suis sûre qu'ils continuent en moyenne d'avoir plus peur de la mort que nous. Pour se sentir exister, pour attirer, convaincre, séduire les femmes, ils ont toujours besoin de s'armer de quelque chose. Guitare électrique, attaché case, voiture rutilante, moto puissante, kalachnikov. Dans leurs clips, les Black et Burr, baraqués des groupes rap hard, trimballent tranquillement des mitrailleuses. Il paraît que le nouveau film de Spike Lee est en partie là-dessus. Il met un peu en vis-à-vis les gens de National Rifle Association, donc pour la défense des armes à feu, et puis les groupes rap qui sont aussi dans cette sorte de démonstration complètement outrée de virilité. On a le symbole de virilité qu'on peut. Et aujourd'hui aussi, ça continue de fonctionner, les femmes leur tombent dans les bras. Que pouvons-nous espérer changer à cette machine redoutable, huilée et rodée depuis la nuit des temps?
Au long de l'histoire, là où les rapports entre les sexes ont été les plus égalitaires et joyeux, où le viol était quasi inexistant, je ne sais pas, je donne une liste comme ça, je ne suis pas très sûre de moi, mais je pense à Pompéi, à la Rome du 1er siècle, au XVIIIe siècle français, aux 30 Glorieuses, mais aussi à la Polynésie, chère à Paul Gauguin, c'est que la nourriture était abondante. La théorie se confirme même chez les singes, avec nos cousins les bonobos, tellement plus sexy et sympas que nos cousins les chimpanzés. Pendant la grande sécheresse en Afrique, où le continent s'est désertifié, seuls les singes les plus agressifs ont pu survivre, ceux qui pouvaient quitter le sol pour chercher leur nourriture dans les arbres, les chimpanzés notamment. Les bonobos vivent dans une région qui n'a pas connu cette sécheresse. Très petite région. Alors qu'il y a des chimpanzés dans toutes les régions d'Afrique, les bonobos plus pacifiques ne subsistent que ça et là. A contrario, dès que surgissent manque, disette, angoisse ou réalité de la faim, se réveillent aussi les vieux mécanismes de survie de notre espèce. Peur, attaque-défense, méfiance, resserrement du groupe sur lui-même, protection et garde jalouse des femelles et de leur fécondité. Nos autres femmes ont donc devant nous une tâche ardue et de longue haleine. Qui sait si l'espérance vie de la planète nous permettra de la mener à bien. Nous devons prendre acte de nos forces acquises et génération après génération, de mère en fille et de grand-mère en petite fille, apprendre aux filles à désirer des garçons non violents. Vous connaissez ce dessin de Agar du Nord où il y a une fille qui dit à Agar du Nord, elle dit « Oh, tu es tout doux et tout attentif, tout gentil, tu n'es pas comme les autres, mais je t'aime quand même. » C'est un peu ça. Apprendre à nous-mêmes d'abord, ensuite à nos enfants, garçons et filles, à partager. Apprendre, nous les femmes, à ne plus valoriser, espérer, récompenser, trouver sexy la capacité masculine de tuer, spolier, saccager et nous acheter des cadeaux chers. Sur le long terme, cela pourrait atténuer quelque peu cette violence masculine qu'on a renforcée, nous, par nos choix reproductifs. Mais plus que tout, il nous faut par tous les moyens possibles associer les hommes à l'éducation des enfants et aux soins des vieillards pour qu'ils se sentent nécessaires, désirés, valorisés, impliqués dans ces liens verticaux, dans le déroulement de la vie, dans le temps, et plus sereins sur leur appartenance à l'histoire. L'homme, écrit François Flao dans l'article que j'ai cité, tout en laissant derrière lui l'ancienne société patriarcale, doit également reconsidérer son lien originaire au monde féminin. Au lieu de s'en défendre comme d'une faiblesse honteuse, il ferait mieux de l'accepter et d'y voir une ressource. Pour ce faire, poursuit Flao, il faudrait reconnaître comme étant réellement des points faibles certains traits que la domination masculine est parvenue à faire passer pour des signes de valeur. Mais même sur le court terme, la violence masculine est peut-être un peu moins inéluctable qu'on ne le pense. L'agressivité est variable, y compris chez les singes. À preuve, l'histoire éclairante d'une bande de chimpanzés. Dans cette espèce, comme on sait, les mâles alpha se comportent comme de parfaits machos, s'arrogeant les plus belles femelles et la meilleure nourriture. Mais mal leur en a pris. Cette fois-ci, les autres singes ont ramené de la nourriture, les mâles alpha se sont jetés dessus et ont tout dévoré sans rien laisser pour les autres. Et ils sont tous morts car la viande était avariée, empoisonnée. Du coup, les mâles plus doux ont eu accès aux femelles. Et dès la génération suivante, les jeunes mâles ont adopté des mœurs plus paisibles. En l'espace d'une génération, ce qui avait changé n'était évidemment pas les gènes, mais l'éducation. Les nouveau-nés mâles n'avaient pas de modèle d'agressivité à imiter. Hommes et femmes
ont aussi la responsabilité de s'éduquer à la nuance et à l'humilité en lisant des romans de leur pays et des autres pays, en suivant des cours de peinture et de sculpture, en jouant d'instruments de musique, en allant au théâtre, en jouant eux-mêmes dans des pièces de théâtre, en se lisant des poèmes à voix haute, en écrivant eux-mêmes des poèmes. Vu notre savoir-faire technique et écologique, il serait possible de ne plus se barder de mythes et de mensonges pour ne pas mourir de peur. Il serait possible, à la place de chanter notre mortalité, peindre notre terreur et serrer tendrement nos corps mortels. Certes, on n'éliminera jamais de l'expérience humaine la rage, la jalousie, la souffrance, la frustration et le remords. Ces émotions font toujours partie de notre existence courte, imprévisible et poignante. Contre les aléas de l'interaction entre individus, on ne peut rien. Mais contre les excès délirants de la violence que nous commettons actuellement, contre les causes ultimes des guerres contemporaines, bagarres pour le pétrole, spéculation financière, industrie de luxe, monopole pharmaceutique, agriculture transgénique, monoculture, abattoirs industriels, armement nucléaire, centrales nucléaires, montres en diamant, manteaux en vison, contre notre arrogante habitude de nous arroger les richesses des autres, de spolier les autres continents tout en leur assénant des leçons morales, de soumettre leur peuple tout en prétendant incarner la liberté, de garder une partie de nos populations sous tutelle, sous notre botte, dans la pauvreté, la misère grelottante et l'humiliation. Là contre, en revanche, nous pouvons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Merci, chère Nancy Houston, pour ces réflexions riches et fortes. Vous avez gentiment accepté de répondre à quelques questions. Nous avons peu de temps, une dizaine de minutes, mais sentez-vous libre de prendre la parole. Il y a des micros qui peuvent circuler. Je vous prierai simplement de formuler vos questions de manière concise, qu'on puisse en prendre 2 ou 3. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Vous avez vu où ? C'est elle qui montrait. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Je ne vous vois pas. Là-haut. D'accord. Je vais juste m'exprimer en tant qu'homme. J'ai l'impression que, outre la clé de la faiblesse, le lien à la violence est aussi une question de dictature du corps. Le corps jeune, le corps mâle, équipé depuis des millénaires pour combattre vers l'extérieur, avec une sexualité et des organes dirigés vers l'extérieur, a besoin de fonctionner, a besoin de surfonctionner, surtout quand il est jeune. Aujourd'hui, on a des sociétés vieillissantes et en plus qui se virtualisent. Et j'ai l'impression que la violence est aussi liée au fait qu'on a moins de place pour l'exercice énergique du corps. Absolument. Et qu'on le parque dans des fitness, mais 8 heures par jour. Et maintenant, on attache des wearables pour compter le nombre de pas qu'on fait, le nombre de respirations. Alors moi pas, parce que moi je travaille la pierre, donc ça me défoule. Mais je sens, je vieillis aussi, mais j'ai toujours ressenti un besoin de gaspillage physique. Et quand il est mal dirigé, je pense que ce gaspillage physique entraîne la violence et que c'est pas seulement une lucarne sur la faiblesse, c'est aussi une lucarne sur le défoulement. C'est pas votre opinion? Merci. Nancy Houston, si vous voulez réagir. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça me fait penser à ce spectacle Stomp. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu.
qui est fait par des groupes dans différents pays. Aux États-Unis, c'était beaucoup des Blacks. À l'origine, c'était des Blacks de Harlem, je pense, qui avaient travaillé avec les percussions que pouvaient être les poubelles, des boîtes d'allumettes, les balais sur le sol, et juste entendre les rythmes de tous les gestes de la vie quotidienne. Et ils ont élaboré un spectacle extraordinairement défoulant et impressionnant sur ces rythmes où ils se livrent à vraiment quelque chose de magnifique en créant ça ensemble. Mais c'est clair qu'ils se défoulent eux aussi. Et mon compagnon avec qui j'ai vu ça à Londres, donc moi c'était la deuxième fois, c'était là des musiciens blancs, mais vraiment des sortes de bad boy, un look de bad boy de Londres au lieu d'être de New York. Et on sentait que c'était important. Et mon compagnon, qui était éducateur pendant 13 ans, il a dit, si seulement ces gamins-là, ils avaient pu avoir cet exutoire, ils avaient pu justement faire quelque chose ensemble de fort, de bruyant, en rythme qui était OK, qui était acceptable et qui pouvait aussi les laisser dépenser cette énergie-là. Ouais. C'est important. Je suis complètement d'accord. Merci. Une autre demande de prise de parole? Moi, je tout en haut à gauche et tout en haut à droite. Il y en a deux. On va commencer par la gauche, parce que le micro est plus proche. Merci et sans allusion. Merci, madame. Je voulais deux questions brèves. Savoir ce que vous disent, un sujet qui m'intéresse beaucoup, les larmes des hommes. Et la deuxième chose, est-ce que vous êtes en faveur du matriarcat? Merci. J'ai vu à Berne, il y avait une expo sur le masculin qui était, je pense que la commissaire de l'expo, c'était une femme. Et il y avait beaucoup d'œuvres de femmes sur le masculin dans cette expo. J'ai trouvé ça complètement fascinant, bien meilleur que ce qu'avait fait le musée d'Orsay à Paris. Et notamment, il y avait... elle avait demandé à des acteurs connus de pleurer devant la caméra. Donc, c'est des acteurs qui avaient la possibilité de faire ça, de susciter des larmes. Et elle a laissé la caméra fixe face à eux pendant plusieurs minutes à chaque fois. Et c'était très touchant, très étonnant. Mais peut-être qu'au fond... Maintenant, vous pouvez aller sur YouTube et regarder les groupes, des hommes qui font des conférences sur le masculin aux États-Unis, qui disent comme ça, on m'a toujours dit, ne pleure pas, les garçons ne pleurent pas, et donc j'ai appris à ne pas pleurer ça. Mais il est possible que les hommes pleurent moins que les femmes, après tout. Il ne faut pas écarter non plus cette possibilité. Peut-être qu'ils ont moins envie ou moins de raisons que nous de pleurer, je ne sais pas. Je ne veux pas vous obliger de pleurer tout le temps. Mais matriarcat, certainement pas. Mais je pense en tout cas que le fait que les femmes fassent de plus en plus partie de la vie publique dans nos climats, dans nos latitudes, comme ça, dans notre partie du monde en tout cas, ça peut à long terme changer la perception de ce que c'est le pouvoir. Et en fait, en Suisse, je pense que c'est beaucoup plus sain qu'en France, pour prendre des exemples que je connais un peu. La France est vraiment, malgré un gouvernement assez paritaire apparemment en ce moment, vous avez vu qu'on vient de créer conditions de la femme, famille et enfants ensemble, comme d'hab. Et là où c'est vraiment des ministères importants, les femmes restent souvent peu de temps, je constate. Mais un matriarcat... Je n'ai jamais été partisane de tel projet. Merci. Alors, dernière question, dans le haut à droite, le monsieur en rouge. Bonsoir. Moi aussi, j'ai préparé quelque chose parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public, je suis un peu comme vous. Enfin, j'ai préparé quelque chose. Je suis assez abasourdi en fait par votre discours, principalement sur votre thèse, comme quoi la violence serait innée chez les hommes, chez les mâles humains. Je trouve ça particulièrement détestable parce que ça permet de justifier toutes les violences, y compris le viol,
Hein, si c'est quelque chose, un trait de l'espèce. Ouais, vous n'avez pas bien écouté parce que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir justifié quoi que ce soit. Mais vous dites que c'est inné, donc les violeurs... On n'a pas que le choix entre tout est inné, donc il n'y a Je rien peux parler, à s'il faire. vous plaît? Pardon. Je peux poser ma question? Non, mais c'est tellement décourageant. Oui. Moi, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'avec ce type de discours, en fait, vous détruisez tout ce que nos grands-mères et nos mères féministes ont pu faire. Moi, je suis une de vos Je peux finir, s'il vous plaît, et poser ma question? Je voudrais savoir ce que vous avez à dire, en fait, aux millions d'hommes et aux dizaines ou centaines de millions de femmes victimes de violences sexuelles. Alors, c'est pas de chance, c'est de la faute de la nature, c'est de la faute de Dieu. Moi-même, j'ai subi des violences de l'âge de 13 ans à l'âge de 14 ans, toutes sortes de violences, des violences de la part d'hommes et d'une femme. Qu'avez-vous à me dire, en fait, que je suis juste une victime collatérale d'un darwinisme appliqué à l'échelle humaine? Parce que le darwinisme, normalement, ça s'applique à d'autres échelles de temps. Mes bourreaux pourront très bien dire devant les tribunaux, « Désolé, Madame le juge, ce n'est pas ma faute, c'est la nature ». Voilà, je voudrais savoir, en fait, ce que vous avez à dire par rapport à ça. Et si j'ai mal compris, je pense que ce serait utile que vous expliquiez ce genre de choses. Ok. Je suis... Ah oui, d'accord. 2 mots de réponse. Oui, je crois non, que le discours de Nancy seul... Houston est beaucoup plus nuancé, mais je la laisse. Le seul mot de réponse, c'est qu'on n'est vraiment pas dans une optique de ou. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que toutes ces différentes approches étaient précieuses et importantes, que la psychologie, que Freud, oui, c'est enraciné dans la petite enfance, c'est enraciné dans l'éducation, c'est important de prendre en compte tous ces différents facteurs économiques, etc. Tout ça contribue aussi à augmenter la violence masculine. Et ensuite, j'ai essayé de dire une chose un tout petit peu inattendue, qui est que les femmes ont contribué au long des millénaires à accroître cette violence sans que ce soit du tout dans une optique parce que voilà, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose pour la survie. Ce n'était pas des décisions prises par des décrets de gouvernement féministes. Ensuite, mais je fais complètement... Je vois que vous n'avez pas vraiment... Enfin, vous ne me connaissez peut-être que de ce soir, mais j'ai vraiment beaucoup écrit sur le viol, sur l'inceste, sur ce genre de sujet. Donc, je pensais que ça allait de soi que je suis féministe depuis toujours. Et que voilà, j'ai appris à réfléchir un tout petit peu différemment ces dernières années parce que je me dis qu'il y a trop, dans certains pays ou dans certains milieux intellectuels et universitaires, on peut avoir trop tendance à être purement déterministe et dans d'autres milieux à être purement constructiviste. Et je pense que c'est vraiment très utile et important de voir que nous sommes une interaction permanente entre nature et culture. C'est dans la nature des hommes d'avoir une culture. J'ai dit très clairement aussi, je crois que les religions, une des fonctions de la religion était de contenir la sexualité et la violence des hommes et que nous avons organisé les choses très différemment chez nous tout en niant la différence des sexes. Donc je ne vois pas du tout en quoi j'ai dit ce n'est pas grave si les hommes violent, les spolient, etc. C'est juste de dire, si on ne comprend pas comment ça s'est mis en place et on pense que c'est uniquement une question d'éducation, on a peut-être moins de chances de réorganiser les choses. Voilà. Tous mes deux. Voilà, merci beaucoup.